Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Vers un retour des mines en Wallonie. Ici Baptiste Lambert, je suis journaliste pour Trends Tendance et dans ce podcast Le combat francophone, je suis encore et toujours avec mon compère Olivier Mouton. Salut Baptiste. Dans le cadre des Trends Podcasts, je vais y arriver. Voilà, les mines en Wallonie, les signaux se multiplient, les signaux politiques, tant du côté MR que des engagés, donc la majorité wallonne. Face à notre dépendance des matériaux critiques et des terres rares vis-à-vis de la Chine, la Wallonie semble tout doucement reprendre le chemin de l'exploration minière. Alors toi, tu avais pu le mesurer lors d'une rencontre avec la presse en off, ou en tout cas avec Georges-Louis Boucher. Et il en avait fait quand même une question importante, il me semble. Oui, c'est étonnant, ce retour des mines sur le devant de l'actualité. Alors, c'était au début de l'été. C'est vrai que Georges-Louis Boucher, président du MR, fait régulièrement des points informels, qui après deviennent un peu moins, parce que on évoque des sujets d'actualité qui font vite le tour des médias, évidemment. Mm-hmm. Mais là, ça avait été frappant, parce qu'au début de l'été, il avait mis deux choses en avant. La première, c'était, et c'est étonnant aussi, quelque part, c'est un peu hors du champ auquel on pense, c'était la taxe carbone, où lui disait cette nouvelle mesure pourrait en fait carrément annihiler les gains potentiels de la réforme fiscale. Donc c'était vraiment une sonnette d'alarme, ça nous éloigne du sujet dont on parle ici, parce qu'effectivement l'autre c'était les mines, et il avait dit en substance, je suis extrêmement pour. Alors on sait que ça s'inscrit dans une tendance plus large, tu l'as dit, au niveau européen, vu que pour le moment l'Europe assure 3% de ses besoins en matériaux critiques, et la Commission européenne veut porter ce chiffre à 10% pour 2030. Donc on parle d'une tendance lourde, mais effectivement là, c'est dire en Belgique, on devrait, pour reprendre ce que Donald Trump dit toujours, drill baby drill, creusons ici en Belgique. Et d'ailleurs, toi aussi tu l'as assisté, parce qu'il y a eu une autre conférence de presse dans un lieu symbolique, si je ne m'abuse, c'est Blenheim, pour annoncer ça. Oui, c'était la suite logique de ce raisonnement. Quand je disais au début que les signaux se multiplient, ça en fait clairement partie. Donc oui, à Blenheim, tout le monde était avec son petit casque de mineur. Ouais, t'avais mis ton casque aussi. J'avais mis mon casque aussi. Après, la conférence de presse s'est faite ailleurs dans un autre lieu. Et Georges-Louis Boucher s'est entouré de certains spécialistes pour amener un petit peu de poids à ses paroles. C'était aussi une étude du centre Jean Gol, qui avait fait tourner les machines. Bilingue, désormais. Oui, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous disait, Georges-Louis Boucher ? Déjà, il s'étonnait de l'absence totale de ce débat sur l'exploration minière, avant l'exploitation minière, dans le débat public en Belgique et francophone de manière singulière. Alors, il s'en étonnait parce qu'en fait, au niveau international, c'est partout. C'est partout. Combien de fois la Chine n'a pas fait des menaces de rétention de ces terres rares, en tout cas vis-à-vis des États-Unis, mais on sent qu'elle pourrait le faire avec n'importe qui. Ça dépendrait d'un couac aussi, peut-être avec les Européens dans le futur. Il y a le conflit à la Russie en Ukraine. Combien de fois n'a-t-on pas parlé d'autonomie stratégique ? Par contre, on voit qu'il y a des matériaux critiques et des terres rares, on en entend parler tout autour du monde, mais ici, il n'y en aurait pas. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y en aurait sûrement, mais qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas nos sous-sols, on ne sait pas en fait ce qu'il y a sous il y a encore eu une autre suite évidemment à ça, c'est que le gouvernement wallon, dans la foulée, quelque part, on peut dire qu'ils ont de la suite dans les idées de la cohérence. C'est que le gouvernement wallon a emboîté le pas, il a lancé un programme d'exploration minière. Alors on n'est pas déjà en train de creuser dans votre jardin pour essayer de voir ce qu'il y a. L'idée, c'est plus de savoir ce qu'on a exactement en dessous de nos pieds. Alors je sais que toi tu as travaillé là-dessus, mais je me rappelle qu'on avait fait ça dans le cadre de l'Atlas des risques avec Credendo, tu sais, qui est l'organisme qui soutient l'exportation, qui fait avec Trends Tendance chaque année un atlas pour évoquer le risque. Et on avait fait un volet pour l'Atlas de cette année sur les ressources. Et tu iras plus loin que moi, mais Éric Pirard, qui est quand même un professeur qui fait référence dans le domaine à l'université de
Liège, disait en substance, si vous cherchez du diamant ou du platine en Belgique, arrêtez, vous perdez votre temps. Mais par contre, la Belgique est un hotspot pour le zinc, le plomb et le germanium qui figurent dans les matériaux critiques de la Commission européenne. Je précise tout de suite que le germanium, c'est pas ce qu'on met dans les pots dans votre jardin. Hein. C'est bien un matériau critique. Mais enfin, tout ça pour dire que maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a réellement sous nos pieds. Et toi, tu as un peu une idée de ça. Oui. Alors, d'abord, remettre les choses dans leur contexte. Il n'y a plus d'exploitation minière depuis plusieurs décennies maintenant en Belgique. Mais il n'y a plus aussi d'exploration minière depuis un certain temps. Voilà, on a créé un atlas, un atlas des matériaux critiques pour faire un état des lieux des connaissances que l'on savait. Moi, j'ai interrogé l'autrice de cet atlas. Elle m'a dit clairement, si je reprends sa phrase, si vous me demandez ce qu'on sait du sous-sol belge soumettre sous nos pieds, j'aurais tendance à vous dire 0. On n'est pas rendu là. Hein. Et on a là les mots d'une spécialiste, d'une des grandes spécialistes du pied. Quoi. On a en fait des indices qui nous disent il y aura par exemple, tu en as parlé, du zinc ou du plomb. Après, c'est historique. On a exploité le plomb à Plombières ou le zinc à la calamine, donc ça c'est tout à fait noté historiquement. Mais on ne sait pas en quelle quantité. Sous la ville de Mons, il y aurait par exemple le 2e gisement de phosphate d'Europe. Donc c'est pas pour rien que Georges Louis veut aller creuser. C'est pour faire de sa ville une ville super riche en fait. Oui. Après, il va devoir avoir quelques problèmes à mon avis avec ses habitants parce que c'est vraiment sous la ville de Mons, donc il va falloir on va devoir dépaver devant chez Elio, dire ou pas il va falloir qu'il utilise en tout cas de son charme et pas engueuler tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien, oui. Mais voilà, donc le phosphate pour redevenir sérieux, c'est pour faire des engrais. On sait que dans le massif de Stavelot, il y a du lithium, le fameux lithium dont on parle beaucoup pour faire les batteries. Tu en as parlé du germanium, et voire même du gallium et de l'indium. En fait, ce sont des métaux critiques qui peuvent être récupérés indirectement via le zinc ou via le plomb. Et ça sert à toutes les technologies optiques de la défense, mais aussi à la transition énergétique. Donc c'est vraiment des matériaux hyper importants. Après, en Belgique et en Europe, on a ce potentiel, mais on préfère que l'exploitation vraiment se fasse ailleurs et on ne préfère pas voir et les désagréments en fait de cette révolution, de cette transition sont ailleurs. C'est que quand tu y penses, on était quand même des pays qui étaient à la source de la révolution industrielle. On avait effectivement des richesses incroyables. On avait des mines qui à l'époque servaient surtout à aller chercher l'énergie, le charbon, pour ne pas le parler, pour ne pas et aujourd'hui, on voit que les matériaux stratégiques, que ce soit, comme tu l'as dit, pour la défense, pour les technologies, évidemment, c'est fondamental. On ne les cherche plus chez nous et surtout, on se bat pour les conquérir à l'étranger. Regarde, simplement, quand on pense qu'on avait... alors, c'est des époques qui étaient révolues, qui sont pas souhaitables, mais on avait quand même des colonies en Afrique où il y avait des richesses incroyables. Aujourd'hui, quand tu vas en République démocratique du Congo, c'est les Chinois qui sont partout. Regarde, les Russes ont quand même aussi installé des pieds-à-terre. Maintenant, Donald Trump, il a bien compris tous ces deals qu'il est en train de faire. C'est quand même aussi pour remettre la main sur des richesses comme celle-là. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre une guerre définitive, j'allais dire. Tu vas me dire, c'est ça l'enjeu, en fait. C'est que tout ce dont on parle là, c'est qu'il faut qu'on se réveille, non ? Il y a eu pendant très longtemps une naïveté ou une méconnaissance ou l'absence, comme le disait à raison Georges-Louis Boucher, de débat là-dessus. Après, tu l'as évoqué un petit peu, mais maintenant il y a une obligation européenne, le Material Raw Act, qui va obliger les États, enfin en tout cas l'Union européenne dans son ensemble, à produire 10% des minerais stratégiques. On peut penser aussi à la transformation, au recyclage, mais donc c'est devenu une loi. Donc les États doivent s'adapter. Alors bien sûr, on peut aussi voir et parler de ce qui se fait à l'étranger, mais il faut d'abord regarder chez nous. Et chez nous, pour l'instant, c'est un peu le vide. Donc c'est le sens de toute
ce qui se passe en ce qu'il y a moment. aussi sans doute, c'est qu'il faut modifier l'image de l'exploitation minière. Je me souviens aussi qu'en discutant avec Éric Pirard de l'Université de Liège, il nous disait, évidemment, on a toujours l'image de la mine dont on sort la mine pleine de charbon, toute noire. Germinal, mais oui, mais les mines, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est l'image que l'on véhicule. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait différent. Alors, ça reste des métiers qui sont par moments pénibles, évidemment, mais il y a aussi une grande technologie là-dedans. Il y a aussi une autre manière d'aborder les choses. Et sans doute que ce débat-là, on le mène pas toujours de la manière la plus juste en Belgique. C'est-à-dire à la fois, comme tu l'as dit très bien, expliquer qu'est-ce qu'on trouve dans le sous-sol, déjà le savoir, et en même temps, à quoi ça sert. Et en fait, même pour les jeunes, dire aux jeunes, en fait, ce que vous utilisez tous les jours, 24 heures sur 24, vos téléphones et autres, et vos ordinateurs, et vos technologies, etc., l'IA, c'est ça, en fait. Si on n'a pas ces matériaux rares, on n'ira nulle part. La révolution de la voiture électrique et de l'électrification massive de la société, si on n'a pas ça, on n'arrivera nulle part. Donc on est quand même dans des enjeux, ce que je veux dire, qui sont très concrets et moins peut-être pénibles que ce que certains veulent bien le dire. Mais comme tu le disais, il y a toujours cette image d'Épinal de la grande mine qui a traumatisé et singulièrement la Wallonie et le nord de la France. Donc cette image, elle perdure à travers le temps, il est clair. Et il est clair aussi qu'il y a des exploitations minières énormes dans d'autres pays, en Afrique, oui, ou en Chine. Mais on ne parle pas de ça vraiment en Europe. Donc, comme tu le disais, il y a une sorte de dissonance cognitive, à savoir que tout a évolué, toutes les technologies ont évolué ces 20 dernières années. Mais pour la mine, ça ne serait pas le cas. En fait, ce que les spécialistes nous disent, c'est qu'il y a une robotisation qui s'est installée. Donc, on peut, de manière très discrète, explorer les sols sans faire trop de dégâts. Il y a aussi des exploitations minières en ce moment qui sont dans les zones Natura 2000, voire sur des sites UNESCO. Donc c'est pour dire qu'il y a moyen de combiner et exploration minière et peut-être après exploitation minière avec des enjeux environnementaux. Donc c'est des choses qui sont... Enfin voilà, les choses ont évolué. C'est ce que nous disent vraiment tous les... Allez, tous les grands techniciens nous le disent et ils n'ont rien à gagner, ils n'ont pas d'action dans des mines ou je ne sais pas quoi. Donc vraiment, il faut aussi pouvoir les écouter et de ne pas se référer toujours à cette image de mines à ciel ouvert qui causerait des désagréments pour toute la population. Tu parlais d'image d'Épinal, alors évidemment il y a Germinal et le roman de Zola, les films qui en ont découlé, etc. C'est vrai que qu'en Wallonie on reste toujours marqué, alors je te rassure, j'étais pas né non plus, donc parce que tu vas me dire j'ai pas connu, mais moi non plus. Donc, non, parce que tu me l'as fait souvent celle-là. C'est ça, mais donc là ici, je te dis, je n'étais pas né, donc comme ça vous mesurerez plus ou moins le temps, mais on parle souvent de la tragédie du bois du Casier, c'était le 8 août 1956, c'est vrai que ça a marqué les esprits. À la fois, les mines en Wallonie, ça a été une source importante de migration, pas mal de nos concitoyens d'origine italienne ou marocaine sont issus de cette époque qui était effectivement pénible. Et le bois du Casier, c'était donc en 1956, et ça a été une catastrophe qui a marqué les esprits. Donc on avait eu un fameux coup de grisou, une explosion, un incendie, etc. On avait parlé d'un bilan qui était quand même relativement catastrophique de 262 personnes disparues, mortes dans l'incident. D'ailleurs, elles étaient de 12 nationalités différentes, ce qui montre bien ce que je disais, c'est que c'était une source aussi de diversification de la société belge. Ça a marqué les esprits, d'ailleurs on le commémore encore chaque année, et donc les mines restent un peu associées à ça. Donc c'est vrai que parfois quand on voit ressurgir ce débat politique, certains sans doute ne peuvent s'empêcher de sourire en disant avec quoi ils viennent, on est encore en train de retourner au Moyen-Âge. Oui, alors que c'est tout le contraire. Alors que c'est tout le contraire, c'est ça, il y a sans doute un enjeu d'image, de campagne à mener pour sans doute convaincre, parce que un des enjeux, tu l'as dit, en rigolant pour Mons, mais de manière générale, c'est qu'il faudra faire admettre à la population qu'on se relance dans des exploitations de ce type-là, non ? Oui, clairement. Et
et on en refait référence au fameux syndrome NIMBY, j'y reviens, mais not in my backyard, c'est tu l'aimes bien aussi celui-là. Oui, je l'avais déjà cité dans un précédent podcast, c'est vrai. En fait, on ne veut pas voir ce qui se passe ailleurs, on ne veut pas le voir chez nous. Pour un grand projet, mais pas dans mon jardin. C'est tout l'enjeu. Pour l'instant, on exploite des mines partout autour du monde, singulièrement en Afrique et en Asie, aussi en Amérique du Sud. Mais avec quel contrôle? Ce que les spécialistes nous disent encore une fois, c'est pourquoi ne pas faire là-bas ce qu'on peut faire chez nous, avec des normes qui seront sans doute bien plus strictes. Et quelque part, on se voile la face. On se dit, nous, on n'a pas besoin de ça. On laisse notre dépendance aux autres. On en a besoin pour les nouvelles révolutions. Donc là, on ne parle plus de la première révolution industrielle. On parle de toutes les nouvelles révolutions technologiques. Le monde évolue. Par contre, oui, on ne va plus aller chercher des millions de tonnes de charbon et faire des terrils partout à Charleroi. Ça sera beaucoup plus spécifique. Ça sera beaucoup plus moins invasif, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Après bien sûr il y a de la précaution à prendre et tout ce qui s'ensuit. Et là il y a un message, il y a un enjeu de communication essentiel avec le public. On sait que c'est de plus en plus difficile à faire accepter, même pour poser une éolienne au bout d'un champ. Donc là il y a clairement un enjeu. C'est ce qu'ont essayé de faire le MR et les engagés qui ont déjà fait plusieurs sorties là-dessus pour les éléments explicatifs. Après, à terme, pour en revenir à la question de départ, est-ce que le retour des mines est inexorable au sud du pays? Moi, je pense, sans doute, si on veut en tout cas répondre aux exigences des prochaines révolutions, des obligations européennes. Après, il faudra voir dans quelle ampleur. En tout cas, quand je t'entends, ce que je me dis, c'est qu'on est souvent des grands naïfs en Europe et en Belgique, c'est-à-dire que on crie sous tous les toits qu'il faut réindustrialiser, on se défend du fait qu'il est impératif de songer à notre autonomie stratégique, mais en l'occurrence là le débat il est politiquement mené, c'est très bien, on peut le saluer, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à ne pas considérer ce que ça implique derrière, et donc en l'occurrence des vraies révolutions, parce que ça peut en être une, qui pourrait être bénéfique pour notre économie que pour notre identité nationale, j'oserais dire, c'est-à-dire qu'on existe nous en tant que pays autonome et qui prépare l'avenir. Donc voilà, c'est intéressant. Oui, ça renvoie, pour en rajouter une, au débat sur toute la relance industrielle en Europe. Et on voit l'opposition qui se fait avec le recul, ou en tout cas la pause environnementale qui est demandée par une certaine frange de la politique, et d'autres qui maintiennent dur comme fer et c'est sans doute vrai, que l'inaction coûtera plus que l'action. Donc on voit que dans ce débat-là, que ce soit de la réindustrialisation ou ici des suites de la réindustrialisation avec l'exploration minière, l'Europe est un tournant majeur de son histoire. Tu sais quoi, Baptiste, je crois que je vais aller chercher mon casque. On peut commencer tout de suite. Non, si j'ai une pelle et un truc pour forer, ça va, ou tu m'acceptes ou bien? Non, mais c'est pas du tout le sens du podcast qu'on a là. Justement, ça sera beaucoup plus. Parce que moi, je me disais que j'étais prêt, si jamais, non, bon. Ah, tout à fait, mais peut-être que ça sera un robot et pas toi. Ah bon, voilà. Je le piloterai alors. Merci Olivier. Merci Baptiste. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.